Merci de répondre à présent à ce rendez-vous d'information. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Dès la veille de l'ère de l'émancipation du Tchad, les négociations s'intensifient. Paris sent le vent à tourner malgré les divergences sociopolitiques des Tchadiens. La pression est maintenue sur la France et finit par payer. Le 11 août 1960, le drapeau français descend à Fort-Lamy, la capitale à l'époque, pour céder la place à celui du Tchad. Dans la foulée, des cris de joie, les larmes, les chants, un climat d'espoir planait. Mais derrière les sourires officiels, la route de la liberté est longue et jalonnée d'intenses luttes, de fractitudes régionales et d'espoir partout trahis. Romle Limsengar Garmadine revient sur la jeunesse de l'indépendance du Tchad, suivez plutôt. 65 ans de liberté et après, les vrais bâtisseurs de l'indépendance du Tchad ne sont pas seulement ceux qui sont visibles sur les podiums en 1960. Ce sont aussi les anonymes qui ont marché des kilomètres pour assister au meeting, ceux qui ont osé parler quand il fallait se taire, ceux qui ont cru à un Tchad libre bien avant que le mot ne devienne réalité. Aujourd'hui encore, le vent chaud souffle sur N'Djamena. Mais il porte une question: qu'avons-nous fait de cette liberté pour laquelle tant se sont battus? En août 1960, dans les rues poussiéreuses de Fort-Lamy, le vent transporte des murmures d'espoir. Partout, les regards se tournent vers un rêve commun, un Tchad libre. Mais derrière cette aspiration, il y a des visages, des voix et des sacrifices. Au premier rang, Gabriel Lisette, charismatique et originaire de Guadeloupe, mais profondément attaché à la terre tchadienne. Fondateur du Parti progressiste tchadien, PPT, affilié au Rassemblement démocratique africain RDA, une organisation panafricaine influente en 1947. En rappel, Lisette fut députée du Tchad à l'Assemblée nationale française et joue un rôle majeur dans la revendication d'autonomie. Bien qu'il ait défendu les intérêts tchadiens, il sera critiqué par certains pour son origine étrangère, ce qui contribuera à son éviction politique en 1959 au profit de François Toman-Baye, instituteur de formation, militant du PPT, figure locale qui incarne la relève. Il comprend vite que le combat doit être enraciné dans les réalités tchadiennes. Par son discours authentique, il promet une ère de justice, d'unité et de prospérité, chose qui lui permet de rallier paysans, jeunes et notables. C'est ainsi qu'il a hérité du pouvoir colonial français en prenant enfin les rênes de son destin en main. L'on ne peut parler de la marche vers l'indépendance du Tchad sans toutefois parler d'Ahmed Koulamala, orateur redoutable qui défendait une vision religieuse et sociale de l'avenir du pays. En coulisses, d'autres acteurs également ont préparé la base. Jacques Nadingar, une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance. Kaltoum Ngembang, militante infatigable, a elle aussi mobilisé les femmes dans un contexte où leur voix est souvent étouffée. Djibrine Kerala, Baba Hassan et Outel Bono représentent quant à eux cette jeunesse intellectuelle qui croyait en un Tchad moderne et égalitaire. Aujourd'hui encore, dans les villages comme dans les villes, leur nom se murmure comme un héritage précieux. Mais très vite, le rêve se brouille. Les premières années voient naître un État centralisé, autoritaire, fragilisé par la tension régionale et ethnique. Les promesses d'égalité se heurtent aux réalités du pouvoir. Les décennies passent, les présidents changent parfois dans la violence. Les guerres civiles, les coups d'État, l'injustice, les tueries, les rébellions s'enchaînent. Et pendant que le peuple espère avec les discours similaires qui se répètent chaque cérémonie officielle, les écoles, les hôpitaux, les routes et les budgets se perdent dans les confusions de la corruption et la mauvaise gouvernance. Oui, aujourd'hui, le Tchad est libre, mais dépend encore des aides extérieures, des coûts mondiaux du pétrole et parfois même de la bonne volonté de ses partenaires étrangers pour gérer ces crises. Les héros de 1960 avaient arraché la clé, mais la porte, elle, n'est pas encore complètement ouverte. Un rappel historique signé Romle Limsengar Ngarmadjine. Retour à présent sur le message du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à l'occasion du 65e anniversaire d'indépendance du Tchad. Le chef de l'État a rendu hommage au père fondateur. Le président de la République appelle les Tchadiens, ses compatriotes, sans distinction à l'unité nationale. Diana Nepitimbaye.
Dans son discours, prononcé depuis le palais de Toumaï, le chef de l'État a salué la mémoire des pionniers de l'indépendance et a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. Le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a appelé les Tchadiens à renforcer le vivre ensemble, socle de l'unité nationale, et à participer à la refondation du pays. Il a mis en avant les priorités de son quinquennat, la lutte contre la corruption, le développement de l'éducation, la modernisation de l'agriculture et de l'élevage, l'investissement dans l'infrastructure, l'eau et énergie sont des points abordés par le maréchal. Le président a également insisté sur la nécessité de la paix et de la sécurité dans un contexte régional instable et l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Sur le plan politique, la main tendue du président reste d'actualité. Nous demeurons engagés, plus que jamais, et au plus haut niveau, à préserver les acquis à cet égard, à réformer le corps des domaines et à investir pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. C'est le prix de notre souveraineté. Sur le champ politique et avec la création de nouveaux cadres de concertation politique, nous maintenons le dialogue avec les acteurs politiques de toutes les sensibilités. Notre main reste tendue envers ceux de nos compatriotes qui souhaitent nous rejoindre pour construire ensemble le Tchad de demain. Un message fort de réconciliation des filles et des fils du pays pour le progrès, sauf qu'après le passage du pays du parti unique en 1960 à plus de 336 partis politiques en 2025, la stabilité politique et l'impartialité véritable de la justice semblent utopiques. La majeure partie de la population compte sur cette main tendue pour une démocratie véritable. Oui, Diana, dans son message à la nation, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a mis un accent particulier sur l'unité nationale, et c'est à juste titre, puisqu'après 65 ans d'indépendance, des défis restent encore à relever. Le vivre ensemble, par exemple, reste un défi complexe marqué par des tensions interethniques et des inégalités socio-économiques. On fait le point avec Mbaynati Nicolas. En 65 ans, le Tchad a connu certains progrès dans quelques domaines, malgré de nombreuses turbulences politiques, amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé. Bien que les disparités régionales importantes persistent, le Tchad est un pays multi-ethnique et multiculturel. Le vivre ensemble est un défi constant, marqué par des tensions interethniques et des inégalités socio-économiques. Pour répondre à l'aspiration du peuple tchadien sur la cohésion sociale, du vivre ensemble et l'inégalité sociale, il va falloir que les autorités tchadiennes à tous les niveaux changent les données. Selon Abdurrahman Dasnabaye, le Tchad a connu des avancées et des reculs par rapport au temps colonial. Les avancées, c'est que le Tchad a retrouvé quand même sa souveraineté. Et par rapport à ça, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui désignons le gouvernement, c'est nous-mêmes qui désignons, en tout cas les parlementaires. À l'époque, c'est décidé d'ailleurs. Le découpage a été fait ailleurs, donc aujourd'hui, c'est nous qui organisons le territoire. En dépit des dérives constatées, les Tchadiens avaient la culture du vivre ensemble, dans l'harmonie, quelle que soit son appartenance sociale. Hier, au départ, les gens étaient vraiment ensemble et ces brassages-là, qu'on appelle maintenant l'esprit, la vie fortin, les gens vivent ensemble, ce qu'on appelle les dabalaï. Les voisins, là, ils mettent ensemble leur repas pour manger ensemble, pour dîner, déjeuner, et puis surtout... La sécurité, la justice, l'état de droit et la démocratie sont des éléments essentiels pour un vivre ensemble harmonieux. L'État n'a pas une armée suffisante pour pointer un militaire devant chaque domicile pour sécuriser. Mais il faut avoir une armée vraiment nationale. Et nous ne sommes pas dans un état de nature, nous sommes dans un état de droit. Donc il y a des textes et des lois. Et la justice est fondamentale pour apporter le Tchad, en tout cas dans le concert des nations, des nations en tout cas qui sont civilisées, et pour également entamer, pour amorcer, je peux dire, le développement économique et social de notre pays. Malgré ces avancées, la majorité de la population tchadienne vit encore dans des conditions très précaires. L'accès à l'eau potable, à l'éducation et à la santé reste limité, surtout en zone rurale. Le taux d'alphabétisation est encore faible, surtout chez les femmes.
La paix durable, la bonne gouvernance et l'investissement dans le capital humain sont les clés pour que cette indépendance prenne de l'envol. Si le Tchad a réalisé des progrès depuis son indépendance, il reste confronté à de nombreux défis pour assurer un développement durable et un vivre ensemble harmonieux. L'accent doit être mis sur la stabilité politique, la cohésion sociale et le développement économique inclusif. En cette saison de pluie et de vacances, des jeunes filles et des femmes s'adonnent aux activités génératrices de revenus. La vente de maïs grillé fait partie des produits alimentaires que ces jeunes filles et femmes vendent. Cependant, ce maïs grillé sont exposés tout au long de rues et non couverts, ce qui peut sans doute avoir des conséquences sur la santé des consommateurs. Kojimaji Betubana Wartans. La vente de maïs grillé est une activité économique courante et appréciée en N'Djamena par bon nombre de vendeurs et vendeuses en cette saison pluvieuse. Toutefois, l'hygiène autour de cette pratique, surtout lorsqu'elle se déroule aux abords de route, est une préoccupation importante pour les consommateurs. Pour eux, cela est bénéfique car ils n'ont pas le temps d'acheter le maïs non grillé avant d'aller préparer. Quelques consommateurs interrogés déplorent cette situation. Ils devraient d'abord penser à ça aussi parce que les microbes quelque part là sont là déjà. Et encore c'est au bord de route, au bord du goudron, par-ci par-là. Et s'ils trouvent le moyen d'acheter les plastiques transparents pour couvrir, leurs aliments avec, nous-mêmes les consommateurs, en passant, et si tu es dans le besoin, tu vois ça, tu sais que c'est tel aliment et tel aliment. Ça rend service à ceux-là qui n'ont pas assez de temps de prendre et griller avant de manger. Vous voyez, sur les goudrons, avec toutes les poussières qui sortent, c'est des maladies. Quand tu prends, tu manges pour ta faim. Mais les dangers qui te guident, c'est beaucoup. Ces maïs sont souvent exposés à la merci des aléas climatiques de tout genre. Il est bien vrai de se chercher, mais il faut instaurer une bonne hygiène autour des aliments à consommer pour le bien-être du corps. Ces femmes qui vendent, c'est vrai qu'ils sont en train de se chercher à avoir de quoi survivre. Malheureusement, cette exposition expose aussi les clients, les consommateurs à certaines maladies. Et nous voyons que c'est au bord des grandes artères de la capitale. C'est la saison pluvieuse, il y a les véhicules qui passent et qui rentrent dans les flaques d'eau. Et ces flaques d'eau dégagent des bouteilles qui tombent dessus. Nous sommes en saison pluvieuse, il y a certaines maladies diarrhéiques telles que le choléra et d'autres maladies diarrhéiques qui sont là. Alors, c'est très dangereux. Quand on grille le maïs à très haute température, notamment sur les parties noircies, une substance nocive se forme. Plusieurs études ont montré qu'elle pouvait être cancérigène. Les consommateurs devraient prendre des précautions, le risque est grand. Aux consommateurs, je dirais que ne prenez pas votre argent pour acheter la maladie. Vérifiez est-ce que ces aliments sont protégés et est-ce qu'il y a une propriété qui va avec avant de consommer. Le maïs est loin d'être un mauvais aliment. Il est riche en fibres, ce qui est bon pour la digestion et contient des vitamines essentielles. C'est une bonne source d'énergie et d'antioxydants. Mais c'est aussi nécessaire d'éviter de consommer les parties brûlées car la fumée générée par la combustion peut contenir des substances nocives pour la santé. Mangez mieux et en toute sécurité. Toute autre chose à présent, apporter de l'aide ou de l'assistance à une personne en situation est généralement bafouée ou simplement ignorée par la société de nos jours. Beaucoup préfèrent investir pendant les obsèques du défunt ou de la défunte au profit de son assistance de son vivant. En cas de maladie, le patient se trouve seul face à son destin. Dépourvu de moyens financiers pour se rendre dans une structure de santé, il ou elle finit simplement par succomber. Mais la mobilisation parentale à ces obsèques sera de taille. Pourquoi cette indifférence qui prend de plus en plus de place dans notre société actuelle, s'interroge Vunba Keohube. Un peuple vivant sous un même toit est appelé à vivre ensemble, partager les idées, s'entraider de manière réciproque si l'un ou l'autre traverse des moments difficiles de la vie.
Malheureusement, on constate dans nos sociétés de nos jours que cette solidarité est en voie de disparition. Apporter de l'aide financière aux personnes malades pour se faire soigner ou pour sa prise en charge lorsqu'elles sont malades ne se fait guère. Face au manque d'une entraide de toute nature, la personne finit par rendre l'âme. À quoi bon vouloir organiser des obstacles à grandes pommes alors que du vivant de la personne, rien n'est fait pour la secourir. Face à cette situation sociale, quelques citoyens livrent leurs impressions. Souhaite cotiser après la mort, là, moi je pense que ça c'est courir donc derrière la mort après donc le médecin. Ça là, ça n'arrange même pas. Socialement, il faut d'abord assister la personne. Si la personne est malade, il faut d'abord l'assister financièrement, socialement et spirituellement. Là, quand la personne retrouve la santé, il peut donc peut-être te secourir. Mais les gens qui font par exemple, quand ils n'assistent pas la personne, quand la personne est tombée d'abord, ils viennent d'abord et puis celui-là va dire que moi je vais faire le cercueil. Moi, je vais acheter le bœuf, moi je vais acheter le sac de riz, sac de ceci, cela là. Ça c'est entre eux maintenant. La personne qui est morte là n'en bénéficie de rien. Donc, ce cas social là, au Tchad, ça frappe. Et surtout, la majorité de nos jours là, les gens sont en train donc d'envisager ça, mais ça n'arrange pas. La sociabilité ici dans notre pays perd sa valeur, si on peut le dire. Confectionner les uniformes, quand la personne était par exemple malade, l'assistance n'était pas trop visible quoi. Et après d'abord Samon, on constate qu'il y a des uniformes, il y a encore parfois il y a des organisations qu'on n'arrive même pas à discerner. Donc c'est là moi je trouve que c'est pas du tout normal. Et ça n'honore pas la personne dont elle était. Donc je vois que c'est pas trop bien. Et si on pouvait alors collecter cet argent-là, cette somme-là, pour pouvoir maintenant aider les orphelins ou encore les veuves avec, ça allait être mieux que de confectionner les t-shirts ou encore les uniformes, disons, pour pouvoir maintenant faire les loges et puis le même jeu et se disperser. Il est important que les personnes prennent conscience et éprouvent leur soutien aux personnes malades. La non-assistance aux personnes éprouvées est un défi à relever dans la société, car la vie vaut mieux d'être vécue, dit un adage populaire. Tout à fait, merci pour ce reportage. La consommation de substances psychoactives par les parents a des conséquences sur le devenir de leurs enfants, affectant ainsi leur développement physique, mental et émotionnel et surtout sur leurs relations sociales. Raïssa Élisée et Kaoubari. Maloum, Esther, allez-y. Les enfants dont les parents souffrent de dépendance sont davantage exposés à des troubles de santé mentale, des difficultés d'apprentissage, de problèmes de comportement et des relations sociales fragilisées. Ils sont aussi plus susceptibles de développer une dépendance à l'âge adulte. L'impulsivité, l'hyperactivité, l'agressivité et une mauvaise gestion des émotions sont autant de manifestations fréquentes. À l'école, ces enfants peuvent rencontrer des problèmes de concentration et de mémoire. Leur langage peut être altéré et ils ont souvent du mal à établir et maintenir des relations saines. La consommation des substances engendre également des difficultés financières au sein du foyer, notamment à cause des dépenses liées à l'addiction. Un père de famille est celui qui doit assumer ses responsabilités, affirme Doumdé Frédéric. Ne doit pas prendre la responsabilité parce que quand tu prends une femme, tu dois prendre la responsabilité de tout le monde. Parce que certains parents, quand l'enfant est malade ou soit a faim, ils ont de l'argent, ils partent au bar ou à l'alimentation, ils utilisent cet argent. Mais pour prendre la responsabilité là, ils n'ont pas voulu. Donc ils détruisent cet argent là, en rentrant, ils reprennent trop tard. Donc après d'abord ils reviennent à la maison, ils font du bruit sur la femme. Donc c'est ça aussi, ça cause des problèmes. La dépendance d'un parent perturbe le fonctionnement familial, provoquant tensions, conflits et instabilité. Elle peut aussi entraîner une stigmatisation et un isolement social, aggravant la situation. Certains consomment à excès pour fuir leurs soucis, confie Moussolbaï Erika.
Ce qui me pousse parfois à prendre de l'alcool, c'est pour oublier mes soucis quelque temps, pour trouver une solution viable. Pour ceux qui prennent de l'alcool parfois, ils n'arrivent pas à prendre bien soin de la famille et à réaliser leurs projets. C'est l'excès de l'alcool qui n'est pas bien. Même si on doit consommer, il faut qu'on consomme avec de la modération. Il est important de souligner que les conséquences varient selon plusieurs facteurs. La nature de la substance consommée, la fréquence et la durée de la consommation, l'âge de l'enfant au moment de l'exposition, ainsi que les ressources et soutiens disponibles pour la famille. Face à cette réalité, il est essentiel de rechercher de l'aide et du soutien pour les familles concernées, afin de prévenir ou atténuer les effets néfastes sur les enfants et de favoriser leur bien-être. Faisons un détour hors de nos frontières avant de nous séparer. Après une première convocation, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue. Il est au pôle économique et financier de Bamako, la capitale du Mali, nous dit Koinito Jacques Jeannette dans ce récit. Convoqué cette fois-ci pour une confrontation avec d'anciens collaborateurs, Choguel Maïga a poireauté sans interlocuteur pendant 5 heures au pôle économique et financier de Bamako. Ensuite, selon son avocat, il a été notifié son placement en garde à vue. Un bureau a été aménagé pour lui permettre de passer la nuit de mardi à mercredi. Il fait objet de poursuites judiciaires pour faux usage et faux et atteinte au bien public. Peu avant son arrestation, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'était défendu de tout détournement et a martelé qu'il était blanc comme neige. Limogé en novembre 2024 par les militaires dont il était l'allié civil le plus important, il a redoublé de vigueur dans la critique contre la junte. Pêle-mêle, il avait affirmé que la rupture était consommée entre son regroupement politique et les militaires, avant de dénoncer des arrestations et détentions extrajudiciaires de ses proches. La garde à vue peut durer 48 heures. Prochaine étape, il pourra être présenté devant le procureur général de la Cour suprême qui peut décider de le mettre sous mandat de dépôt ou de refermer le dossier. Merci Jeannette. Et c'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.